ruban noir en signe de deuil, Karanten le porte depuis que Van, sa fille de 10 ans, est morte il y a 2 mois, une des nombreuses victimes de la faim dans le sud de Madagascar. On ne mange que les feuilles et les fruits du cactus rouge. Il n'y a rien d'autre à manger. Ma fille ne mangeait que ça. Elle n'a pas supporté. Elle est tombée malade. Elle a commencé à maigrir, à perdre du poids et de la force. Puis, elle a eu la diarrhée et a vomi en même temps. C'est pour ça qu'elle est morte. Près d'1 million de personnes souffrent de la faim dans le grand sud malgache. Avec la sécheresse, les récoltes ont été faibles. Seuls les cactus poussent en abondance. La veille, il a plu pour la première fois depuis plus de 5 mois. Les habitants se jettent sur les mares d'eau stagnantes formées par les gigantesques nids de poules. C'est avec cette eau-là qu'on prépare à manger, car on ne trouve rien d'autre que ça. On la donne à nos enfants. Quand il n'y a pas d'eau, on ne peut pas préparer à manger. S'il n'y a pas cette eau-là, on ne peut pas vivre. Cette eau-là nous rend malades, mais on est obligé de la boire car il n'y a que ça. Pour la plupart des habitants, la source d'eau potable la plus proche se trouve à des heures, voire des jours de marche. Au moins 800 infrastructures hydrauliques comme les puits, forages, impluviums et barrages restent à construire ou à réhabiliter dans la région. Cette eau est trop salée, elle nous donne mal au ventre. Les enfants, tout le monde est malade. La région connaît un exode massif depuis des décennies à cause des sécheresses à répétition et du manque de travail. Ceux qui restent dépendent de l'aide alimentaire pour survivre. Les gens déjà pauvres sont obligés de partager avec leur famille le peu de nourriture qu'ils reçoivent. Ils ne distribuent pas correctement. 1 fois par mois seulement, ils envoient les dons dans la commune d'Anjapali. Si au moins il y avait une distribution 1 à 2 fois par semaine, ça ne serait toujours pas suffisant, mais au moins c'est à manger. Selon le programme alimentaire mondial, il faudrait 35 millions de dollars de dons supplémentaires pour distribuer des rations suffisantes à la survie des habitants de la région. Mais sans investissement massif dans le développement, les crises alimentaires vont continuer. Anzapal, la ville de Karanten, est déjà surnommée capitale du Kéré ou capitale de la faim en malgache. Elle raconte son enfance heureuse et puis les coups qui commencent à pleuvoir. Alexandra a 13 ans quand son père commence à la battre. L'enfer physique et psychologique va durer 5 ans avant que la jeune fille ne quitte le domicile familial. Il me frappait toujours sur la tête. Parfois, il me frappait si fort que je volais à travers la pièce comme une balle de ping-pong. En 2015, environ 7500 femmes sont mortes de la violence domestique en Russie, d'après l'association ANA. Une toute nouvelle loi adoptée par le Parlement conservateur prévoit pourtant d'adoucir les peines prévues pour les agresseurs. Une simple amende au lieu de 2 ans de prison, sauf en cas de violence grave ou de récidive. Les conséquences pour les agresseurs sont plutôt sérieuses. Une amende de 78 à 471 € ou une peine de 5 à 15 jours de prison ou des travaux d'intérêt général. La loi, jugée encore trop punitive par l'Église orthodoxe, a provoqué un vif débat dans un pays où la violence domestique est souvent banalisée. D'après un rapport officiel, 1 Russe sur 5 a été battue par son compagnon au cours de sa vie. C'est un pas de plus en arrière car les femmes et les enfants se retrouvent sans protection. Il est apparemment difficile pour la société de comprendre que la femme victime de violences domestiques vit en réalité une situation de totale vulnérabilité. Même si elle a coupé tout contact avec son père, Alexandra souffre toujours aujourd'hui de dépression et de cauchemars. Elle craint aussi que la nouvelle législation ne renforce le sentiment d'impunité des agresseurs. Le Premier ministre indien Narendra Modi en pleine campagne pour des élections clés au Pendjab. Quels que soient les résultats dans cet état du nord-ouest de l'Inde, certains se réjouissent déjà. Dans ce centre de désintoxication, les patients affirment que les périodes d'élection sont toujours très populaires dans leur village. Comme tout toxicomane, j'adore les élections et j'aimerais qu'elles aient lieu tous les mois parce que c'est la meilleure période pour obtenir ce qu'on veut. Chacun reçoit ce qu'il désire. D'habitude, on doit sortir chercher un dealer, mais pendant les élections, on reçoit les drogues gratuitement à domicile. Quand ils arrivent au village, ils disent « tout ce que vous voulez, toutes les drogues que vous voulez, on vous les donnera tant que vous votez pour nous ».
Séduire les électeurs à coups d'espèces, d'alcool ou même d'appareils électroménagers est monnaie courante en Inde. Mais au Pendjab, c'est la drogue qui est utilisée comme arme fatale dans un État qui compte des dizaines de milliers de toxicomanes. Situé à la frontière avec le Pakistan, il est la porte d'entrée de nombreuses substances dans le pays. Sur scène, les candidats des différents partis promettent des lois et sanctions alourdies pour éradiquer ce fléau. En coulisses, c'est une autre histoire. Quand ils organisent des grands meetings, ils rassemblent des groupes de personnes pour y aller. De l'héroïne est offerte à un groupe, de l'alcool à un autre, des pilules au troisième et de l'opium au dernier. La police a promis des mesures renforcées en période électorale avec des barricades et des fouilles de véhicules. Nous sommes déterminés à contrôler la menace dans cette région. Nos hommes travaillent sans relâche. J'espère que ces élections ne vont pas être affectées par la grande quantité de drogue disponible ici. Le problème de drogue est tel qu'il est devenu un thème fort des élections. L'opposition accuse les autorités au pouvoir, alliées du parti de Modi, de fermer les yeux sur ce qui a valu au Pendjab son surnom de plaque tournante indienne de la drogue. Celle qu'on surnommait la cité des jardins, aujourd'hui jonchée de parterres d'ordures. Bangalore attirait surtout les retraités en quête d'air pur, avant de devenir la Silicon Valley indienne. Mais victimes de son développement urbain effréné, les poubelles se sont empilées. Comme ici, à 2 pas d'une usine de traitement de déchets, autrefois fermée, qui a dû rouvrir en 2013, et peine à contenir l'afflux. Cette puanteur, c'est indescriptible. Elle peut arriver n'importe quand. Ça pue tellement que ça peut vous réveiller en pleine nuit. Vous fermez les portes, mais impossible d'y échapper. J'ai une rhinite allergique, qui est l'une des nombreuses maladies respiratoires que l'on développe lorsqu'on est exposé à des niveaux élevés de pollution. Direction de l'usine assure que ces tuyaux filtrant les odeurs seront bientôt mis en marche. Mais le problème est bien plus vaste. En 20 ans, la population de Bangalore est passée de 3 à 8 millions et génère désormais 3500 tonnes d'ordures par jour. Et faute de lieux appropriés, une partie de la population se débarrasse de ces ordures en les abandonnant simplement dans la rue. Un délit contre lequel la municipalité entend lutter grâce à une centaine de caméras de surveillance. Nous remonterons la piste de ces personnes, nous demanderons aux gens s'ils les connaissent. Ensuite, nous les informerons que si ça se produit à nouveau, nous déposerons une plainte et leur ferons payer une amende. Autre initiative, équiper les bennes de ramassage de puces GPS pour vérifier en temps réel qu'elles effectuent bien leur tournée. Mais pour les groupes citoyens, les autorités n'en font pas assez. Cela a plus à voir avec leur façon d'agir face à la situation. Pour nous, elles passent plus leur temps à éteindre des feux qu'à s'attaquer au problème dans sa globalité. Si les caméras de surveillance ne fonctionnent pas, la mairie de Bangalore envisage une méthode plus pragmatique, mobiliser d'anciens militaires pour faire la chasse aux pollueurs sauvages. C'est la face cachée des fermes géantes chinoises. Montagnes de fumier, eau usée et déchets de traitement vétérinaire. La Chine a soif de lait et Pékin pousse pour développer ce genre de méga-exploitation et soutenir une industrie qui pèse 38 milliards d'euros par an. Celle-ci peut accueillir jusqu'à 10 000 vaches. Plus de bêtes, plus de lait, donc plus d'argent et plus de pollution. L'air est pollué, et l'eau c'est encore pire. Les eaux usées sont rejetées par l'usine sans avoir subi aucun traitement. En 2008, un scandale de lait infantile frelaté éclate. 6 enfants meurent, des centaines de milliers tombent malades et les petits producteurs sont pointés du doigt. Le régime se tourne alors vers ces fermes géantes. Mais selon certains experts, ces exploitations posent un risque de contamination à des maladies animales pour ceux qui y travaillent. Cet homme dit en être victime. Je ne peux pas travailler longtemps, je n'ai pas de force. J'ai une douleur aiguë dans les articulations et dans les hanches.
Surtout à mon âge, à plus de 40 ans, le virus affecte ma fertilité. Contacté, l'entreprise qui gère l'exploitation nie tout problème. Pour autant, d'après cet expert, l'État chinois aurait commencé à changer d'approche. Le gouvernement chinois se tourne de plus en plus vers des fermes plus petites, jusqu'à 350 têtes de bétail. Elles sont beaucoup plus faciles à construire et elles demandent moins de ressources. C'est quelque chose d'abordable pour un entrepreneur laitier sans avoir à lever énormément de fonds. Selon un média d'État, en 2014, la Chine comptait 56 de ces exploitations géantes, abritant au moins 10 000 vaches chacune. Attachée derrière le volant de son taxi, Nisrine s'élance dans les embouteillages d'Amman. Cette veuve de 31 ans, ancienne infirmière et mère de 3 enfants, travaille 10 heures par jour transportant des clients aux 4 coins de la capitale jordanienne. Un défi aux habitudes conservatrices du pays. Les gens ne me regardent pas tous de la même façon. Certains dans la rue m'encouragent quand ils me voient derrière le volant. Ils me disent que je suis un exemple. Et d'autres ont cette culture de la honte. Ils me disent « c'est un travail d'homme, tu dois rester chez toi ». Mais non, je ne dois pas rester chez moi. Nisrine est l'un des taxis roses, ces véhicules conduits par des femmes pour les femmes. La plupart de ses clientes sont des infirmières de nuit, des mères allant chercher leurs enfants à la crèche ou des étudiantes qui se sentent plus en sécurité dans son taxi. Je termine les cours autour de 15h30 et comme c'est l'hiver, il fait nuit tôt et je préfère utiliser les taxis roses quand il est tard. Je ne les prends pas que pour aller à l'université, je les prends aussi pour sortir le soir. C'est mieux et c'est plus confortable. Les femmes peuvent commander un taxi rose grâce à une application mobile, un service déjà testé au Caire et officiellement lancé cette année à Amman le jour de la fête des mères. Commencé avec 5 voitures et maintenant nous avons 10. Ces voitures sont conduites par des femmes pour notre clientèle féminine. Et la plupart d'entre elles sont des femmes qui terminent tard le travail, comme les infirmières. 12 000 taxis écument tous les jours les rues de cette ville de 4 millions d'habitants, mais seulement 500 000 Jordaniennes ont le permis de conduire dans tout le pays. C'est 20% du nombre total de conducteurs, une statistique que les taxis roses espèrent changer.